En 2005, un nouveau tournoi apparaît sur Smogon, le forum phare des compétitions Pokémon. Ce tournoi, c'est la Coupe du Monde de Pokémon. À l'époque, le forum grandit très vite et surtout, il attire plein de joueurs d'origines différentes et de régions du monde différentes. D'où l'idée de ce tournoi qui, dans un format un peu exotique, voit la victoire de l'Asie qui domine les autres équipes pour sa première édition. Et puis le tournoi revient l'année suivante, mais cette fois avec une forme plus classique, un tournoi par équipe où ce sont des équipes composées de joueurs qui s'affrontent chaque round et l'équipe avec le plus de joueurs victorieux remporte le round et avance dans le tournoi. Et c'est encore une fois l'Asie qui l'emporte et année après année, le tournoi grandit, de nouvelles équipes apparaissent. Là où au début c'était des équipes de régions du monde, ça devient de plus en plus proche d'équipes de pays. Et avec Smogon qui explose en popularité chaque année, le tournoi voit arriver encore de nouvelles équipes et il s'agrandit comme ça avec désormais des qualifications pour accéder à la Coupe du Monde et l'ajout d'un premier round sous forme de poule. Mais assez rapidement, la Coupe du Monde devient le tournoi Smogon le plus prestigieux. Il fait naître des rivalités, déchaîne les passions et en 2010, la victoire à la Coupe du Monde est désormais récompensée par un trophée sous la forme d'un badge sous le nom des joueurs victorieux et sur un forum, la réputation est ultra importante et ces fameux trophées sont la preuve d'une victoire dans un tournoi majeur, rendant ce tournoi encore plus spécial, ce tournoi qui continue encore de s'agrandir et c'est pendant un moment le tournoi avec le plus d'inscriptions de tout le site. Une progression en popularité étonnante dans un sens, mais qui ne s'arrête pas. Des équipes qui font encore débat aujourd'hui sont créées, comme les teams US West et US East. En fait, il y a tellement de joueurs américains sur Smogon. Et les États-Unis est un pays tellement énorme. Je rappelle que juste l'État du Texas est plus grand que la France. La France qui est d'ailleurs le pays européen le plus grand si on écarte la Russie. Du coup, les États-Unis sont divisés en plusieurs teams, ce qui prête un peu à confusion, même si finalement, ça pose pas vraiment problème à l'époque, parce qu'il y a tellement de joueurs américains que ça permet d'avoir plus d'équipes de haut niveau, même si avec le temps, vu que de nouvelles équipes sont censées se créer, le débat revient régulièrement. Et d'ailleurs, dès la 4e édition, en 2009, une Team France est créée, portée par Fieres, mais les 2 premières éditions ne se passent pas très bien. La France ne passe pas le premier tour, mais en 2011, la France aligne une équipe impressionnante avec Aqualouis, Bi, Ojama, Boudouche, Goten, Crystal, des joueurs très bons et pour la première fois, la France fait peur. Effectivement, elle arrive sans problème en demi-finale, mais se fait exploser par la team Océanie qui est en feu, portée par le meilleur joueur du monde à l'époque, Earthworm qui n'arrête pas de gagner et l'Océanie remporte sa 3e Coupe du Monde d'affilée après avoir mis fin au règne de la team Asia. Et cette histoire, elle va se répéter inlassablement. L'année d'après, la France se fait massacrer par le Brésil en quart de finale, alors que la France semblait avoir des joueurs bien meilleurs et plus expérimentés. L'année d'après, c'est par la team USA East que la France se fait largement battre, une team qui, une fois encore, s'en ira décrocher le titre en explosant l'Allemagne et la team Asie au passage. Et l'année suivante, c'est encore pire. La France ne passe même pas les poules. C'est très étonnant de l'avis de tous. La France regorge de joueurs talentueux, mais à chaque fois, soit elle tombe sur des équipes en feu, contre qui elle a beaucoup de mal à lutter, soit elle démarre très mal le tournoi et échoue rapidement. Et pourtant, pour beaucoup de joueurs, la France est encore favorite de l'édition suivante, la Coupe du Monde 2015. Tout simplement parce qu'elle a une équipe de fous avec que des excellents joueurs. Ojama, Remedy, l'iconique, Boudouche, Cicada, McMegan, Guiara, que des gros noms qui font peur et effectivement, la France finit première des poules avec quasiment que des joueurs en positif, ce qui est assez rare et démontre que tout le monde est au niveau. C'est l'année ou jamais pour la France, qui enchaîne victoire sur victoire, et en finissant premier, vous êtes censé affronter l'équipe la plus faible des poules, celle qui a fini 8e des poules et qui s'est qualifiée de peu en quart de finale. Mais bizarrement, cette année-là, c'est USA East qui a fini 8e, l'autre grosse équipe du tournoi, qui l'a déjà gagné avec que des gros noms. Alors que la France devait se retrouver contre un adversaire faible, elle se retrouve devant ce que tout le monde décrit comme la meilleure équipe du monde. Et un choc des titans s'annonce alors qu'on n'est qu'en quart de finale. Mais pour tout le monde c'est clair, l'équipe qui gagne ce choc ira probablement au bout de la compétition.
Mais rien ne se passe comme prévu. Entre malchance qui rendent les matchs difficiles, manque d'expérience, surprise par des attaques et Pokémon étonnants, ou juste des joueurs qui passent à côté de leur match, l'équipe américaine donne à la France une leçon de réalisme avec des matchs de très haut niveau et explose la France 9-1. Alors que sur le papier, la France avait largement les moyens de lutter. Et USA East s'en va remporter cette compétition une nouvelle fois en éclatant l'Espagne 7-1 en finale. La France a encore une fois craqué et est passée à côté de sa meilleure chance. L'année où elle semblait le mieux armée pour aller au bout, elle n'arrive même pas en demi-finale. C'est fou, mais la France est l'un des pays avec les joueurs les plus talentueux au monde et pourtant elle finit toujours par s'effondrer devant la meilleure équipe du moment. Et elle n'arrive pas à se libérer et à jouer aussi bien que ce qu'elle devrait. Alors comment expliquer tous ces échecs répétés? Eh bien Cicada, qui a connu toutes ces époques, nous donne quelques éléments de réponse. Dès qu'on commençait à être en difficulté, on avait trop tendance à paniquer, à perdre notre sang-froid. Quand on commençait à snowball, c'est dur de remonter. On se prenait un peu trop la tête au niveau de la prep. Surtout que la World Cup, c'est un tournoi qui est très long, qui demande pas mal d'endurance. Et le problème qu'on avait à l'époque, c'est qu'on cherchait trop à réinventer la roue. Et en 2017, Pokémon Soleil et Lune débarque et avec eux plein de changements. Toute une nouvelle génération de Pokémon, donc un nouveau format qu'on appelle le SM ou la 7G, un format qui va tout changer, un gros power creep, donc des Pokémon plus forts qu'avant, avec plein de monstres partout, comme Sashanobi, Katagami, Tokopillon, Magarna, plein de Pokémon de fous qui vont amener un format de jeu très agressif avec des matchs très rapides et surtout qui change tout. Et la Coupe du Monde intègre 5 spots pour ce nouveau format, ce qui veut dire 5 spots en 7ème génération et un seul dans les générations précédentes. Et en même temps, il y a des joueurs talentueux qui émergent dans ce nouveau format de la 7ème génération, comme Cory ou Seduma, et la présentation de l'équipe de France, comme toujours, souligne le fait qu'elle ne performe jamais autant qu'elle devrait, mais que comme chaque année, c'est l'une des grandes favorites du tournoi, juste par le pur talent des joueurs. La phase de poule se joue, et la France confirme les attentes et finit 3ème des poules, et donc se qualifie facilement pour les quarts de finale. Mais là encore, finir 3ème garantit normalement d'affronter une équipe plus faible, mais la France tombe sur US West, une autre grosse équipe du tournoi. La confrontation commence par le match de Seduma, étoile montante française très à l'aise dans cette nouvelle génération, mais qui joue contre Bengay, l'un des joueurs les plus talentueux qui crée des équipes folles et gagne à chaque fois. Et effectivement, il se ramène avec une équipe un peu folle, un Mew, un Tentacruel et une équipe bizarre. Et alors qu'il est sur le point de gagner, il rate sa déflagration et Seduma s'en sort, donnant l'avantage à l'équipe de France. L'équipe de France, qui est souvent décrite comme très malchanceuse, semble enfin voir la chance tourner, mais juste après, pendant le match de Remedy contre Meru, non seulement Remedy rate son éboulement sur Flagados, mais en plus il prend un coup critique et perd son meilleur Pokémon contre la team adverse, ce qui lui fait perdre le match. Et puis dans le match Moons contre Roses, il se passe ça. Moons a réussi à placer son Mélodelph qui est boosté et détruit la team adverse, mais non seulement Mélodelph est immobilisé 4 tours sur 6, mais en plus il se prend un coup critique derrière, ce qui le tue, et Moons perd aussi son match. Et même si les top joueurs comme Ojama, McMegan ou Boudouche remportent leur match dans les générations antérieures d'une manière dominante, la France s'incline d'une toute petite victoire. C'est un échec amer. Là où les années précédentes, la France s'effondrait, là, elle semblait bien plus forte mentalement, mais a vu des événements aléatoires leur compliquer les choses et le manque d'expérience de cette nouvelle génération n'a pas pardonné avec seulement Seduma qui a gagné son match dans la 7ème génération. La France est juste maudite. Année après année, elle n'arrive jamais à briller alors qu'elle a un potentiel de fou. Et rebelote, en 2018, la France voit naître et s'améliorer des joueurs encore meilleurs dans la 7ème génération. Celle où elle semblait avoir des difficultés l'année précédente. Rédemption, Cory, Kikasseur, Sakri, 4 très bons joueurs dans cette 7ème génération. Et comme toujours, la France fait peur, même si elle est nommée dans les articles comme les éternels artistes du gâchis. Elle est aussi décrite comme un pays avec un énorme vivier de très bons joueurs portés par des joueurs confirmés qui font partie des meilleurs du monde.
Et l'article finit par expliquer que la seule chose qui se tient entre la France et la victoire finale, c'est cette malédiction qui perdure en mettant en avant le fait que Dumas, joueur star de l'équipe de France, est sur une série de 2 défaites pour 16 victoires. Et en parlant de Sakri comme encore un joueur talentueux qui vient de France. Et les résultats sont immédiats. La France finit premier égalité des poules avec ses nouveaux joueurs qui brillent, comme Sakri qui finit en 3-0. Mais vous connaissez la musique. La France qui finit pourtant premier égalité et qui théoriquement doit affronter une équipe plus faible, tombe sur une équipe américaine, la meilleure du monde à ce moment-là, et puis avec des matchs entachés par un manque de chance hallucinant qui ne pardonne pas contre des joueurs d'aussi haut niveau. Par exemple, Cory fait un super début de partie en anticipant l'arrivée du Prédastéry et en le tuant, mais derrière son Boreas est immobilisé en boucle par la paralysie, lui faisant perdre des tours précieux qui l'emmèneront inexorablement vers la défaite. Couplé à ça des joueurs en dessous de leur niveau habituel, des adversaires extrêmement forts, et la France s'incline encore d'une seule petite victoire. Et leur bourreau s'en ira remporter le tournoi en explosant l'Italie 7-1 au passage. C'est incroyable, la France n'y arrive pas. Elle tombe toujours sur l'équipe la plus forte du moment et finit par s'incliner alors qu'elle est bien placée en poule et qu'elle a des joueurs exceptionnels. Des joueurs comme Ojama, McMegan, Dumas ou Lefties auraient leur place dans n'importe quelle équipe du monde. Mais à chaque fois, ils se font battre par l'équipe du moment qui s'en va soulever le trophée. Et l'année d'après, la France ne passe même pas les poules alors qu'elle a la même équipe. Ce qui ressort de ces Coupes du Monde en 6e et 7e génération, c'est un immense gâchis. Une team exceptionnelle avec des joueurs reconnus qui n'arrivent jamais à passer les quarts de finale, parfois par manque de chance, par manque de préparation ou juste parce qu'ils tombent sur des équipes trop fortes. Quasiment toutes les années depuis 2011, les bourreaux de l'équipe de France finissent par exploser les autres équipes et remporter le tournoi après les avoir vaincus, comme si c'était une finale avant l'heure. Et fin 2019, Pokémon Épée et Bouclier arrive sur Switch et marque la naissance, encore une fois, d'une nouvelle génération de Pokémon et donc d'un nouveau format, la 8e génération, ce qu'on appelle aussi le SS pour Sword and Shield, et c'est un méta très décrié. Déjà, le Dynamax, la nouvelle mécanique de combat du jeu, est bannie parce qu'elle n'était pas adaptée au combat en solo et rend les matchs imprévisibles. Mais aussi parce que d'une part, beaucoup de Pokémon ne sont plus disponibles dans le jeu et donc ne sont plus jouables en compétition, mais surtout parce que le méta est très lent et très passif. On passe d'une 7e génération très agressive, avec des méga évolutions, des attaques Z, des Pokémon ultra forts qui peuvent détruire une équipe adverse mal préparée, à une génération où les matchs sont très longs et beaucoup plus calmes, où il faut construire sa victoire petit à petit, ce qui plaît beaucoup moins à la communauté. Et avec ce renouveau des combats vient aussi pas mal de changements de la Team France et surtout de catastrophes. Premièrement, Ojama est banni des tournois Smogon pour des histoires concernant un autre tournoi par équipe, un ban un peu sévère qui sera levé quelques semaines plus tard, mais pendant ce temps, il ne peut pas jouer la Coupe du Monde. Après une décennie dans l'équipe de France et des grosses performances, Ojama faisait partie de ceux qui gagnaient souvent leurs matchs, même quand la France s'effondrait. Et de l'autre, McMegan de son côté ne peut plus jouer avec la Team France, puisqu'à la base il est belge, mais il avait été autorisé à jouer avec la France il y a très longtemps, quand il n'y avait pas beaucoup d'équipes, ce qui n'est plus le cas. La France perd 2 des meilleurs joueurs de l'histoire de Smogon, ce qui pour beaucoup signe la fin d'une génération incroyable en équipe de France. Et puis surtout, le format de la Coupe du Monde change totalement. Là où dans les Coupes du Monde précédentes, il y avait grosso modo la moitié des spots pour la génération actuelle, par exemple 5 spots pour la 7e génération quand on était encore sur Soleil et Lune, mais aussi l'autre moitié des spots pour les générations antérieures, donc 6e génération, 5e génération, 4e génération, etc. Mais désormais, Smogon supprime les spots pour les générations antérieures et tous les matchs auront lieu en 8e génération. Le format actuel, un changement qui a fait beaucoup débat et surtout un changement qui va complètement transformer la Coupe du Monde parce que les équipes américaines et la France avaient des joueurs d'ancienne génération exceptionnels qui leur donnaient un gros avantage. La France avait carrément 3 joueurs qui ont gagné le Smogon Classic, l'énorme tournoi sur les anciennes générations, en plus d'avoir de très bons joueurs partout. Mais là du coup ça sert plus à rien et comme beaucoup de joueurs historiques n'apprécient pas les nouvelles générations, ils disparaissent du tournoi et la Coupe du Monde voit arriver énormément de nouveaux joueurs.
Là, les capitaines avaient deux choix. Soit ils prenaient des nouveaux joueurs qui sont forts en 8ème génération, mais qui du coup sont inexpérimentés, soit ils gardent des joueurs plus expérimentés, mais qui pour la plupart ne jouent plus vraiment en 8ème génération. Et la Team France va faire le choix d'avoir beaucoup de joueurs confirmés qui semblaient un peu moins investis à ce moment-là, mais en intégrant quelques nouveaux joueurs, et ça marche. La France se qualifie pour les quarts de finale, où elle retrouve, surprise, surprise, une équipe américaine qui a fini 3ème de la phase de poule, mais cette fois, il est hors de question pour les joueurs historiques de la Team France, qui sont là depuis des années, de reperdre une nouvelle fois en quart de finale contre une équipe américaine bourrée de gros noms. Donc ils vont tous prendre leurs responsabilités. Ça y est, la Team France semble enfin avoir brisé la malédiction et se retrouve enfin en demi-finale après avoir battu une équipe américaine grâce à des cadres qui gagnent leur match de manière dominante. La France, qui semblait pourtant moins forte que les années précédentes, se hisse dans le dernier carré pour la première fois depuis une dizaine d'années. Et elle va se mesurer à la Team Italie. La Team Italie, contrairement aux autres équipes, a la chance incroyable d'avoir ses top joueurs qui, eux, continuent de jouer en 8ème génération. Et surtout, ils n'avaient pas vraiment ces joueurs historiques super forts dans les anciennes générations, ce qui leur portait préjudice. Par exemple, l'année d'avant, en poule, en 3ème génération, ils ont pris 3 défaites, pareil en 4ème génération, et ces défaites additionnées ne leur ont même pas permis de passer les poules. Sauf que maintenant, il n'y a plus ces générations antérieures. Ils peuvent se consacrer qu'au format actuel et couplé au fait qu'à ce moment-là, les joueurs italiens sont en feu dans les autres compétitions. Pas forcément, ça marche beaucoup mieux pour eux et ils passent d'échec en poule à finir premier égalité, porté par Empo et Tricking, deux des meilleurs joueurs du monde qui ont un palmarès incroyable, avec en plus l'aide d'un joueur qui s'appelle Wheel of Fire, qui est connu pour créer de super équipes, ce qu'on appelle un excellent builder. Et ce genre de joueurs, c'est des profils très rares dans Pokémon. L'Italie est passée d'une équipe banale à une équipe qui fait peur, peut-être même un peu trop peur. La France mange un sévère 8-0 contre l'Italie et échoue en demi-finale. Encore une fois, la France est tombée sur une équipe juste imbattable. L'Italie a fini premier des poules, puis a explosé l'Amérique latine 7-1, a explosé la France 8-0 et a explosé la Team Europe 5-1 en finale. La Team Europe regroupant à la base les joueurs européens dont les pays ne sont pas représentés. L'Italie en phase éliminatoire n'a perdu que 2 matchs sur 22. C'est ridicule et c'est l'une des victoires les plus dominantes de toute l'histoire de la Coupe du Monde. Et c'est même pas que sur le résultat, les victoires aussi étaient incroyablement dominantes. L'Italie était juste trop forte et la France était sur le chemin d'une des meilleures équipes de l'histoire. Bien avantagée par un format qui sied parfaitement aux joueurs et aux qualités dont ils disposent, toute la compétition, ils étaient favoris et ils n'ont pas tremblé un seul instant et ont explosé tout ce qui se trouvait sur leur passage. Et la France arrive en fin de cycle. Beaucoup de joueurs de l'équipe de France ne jouent plus vraiment au jeu. Ils apprécient moins cette 8ème génération et du coup, ils sont remplacés par des joueurs beaucoup moins expérimentés. Kikasseur, Corazan ou encore Seduma ne jouent plus vraiment et la France rentre dans une période de flottement. Là où en 7ème génération, la communauté française regorgeait de super joueurs, en 8ème génération qui est moins populaire, la communauté française semble avoir du mal à mettre en avant d'aussi bons joueurs qu'avant. Akola, Catude Verde, Pierrick et Diflo rejoignent l'équipe de France et comme redouté, ça se passe pas bien du tout. La France finit dernière égalité des poules.
et finalement donne raison à ceux qui disaient qu'elle avait laissé passer sa chance et qu'on est très loin de l'équipe de rêve de l'époque de la 7e génération, avec une équipe de joueurs tous confirmés qui était craint des autres équipes et représentait l'étape la plus difficile sur le parcours des champions. Désormais la France n'est plus qu'une équipe banale et le pire c'est que comme elle a fini dernière de la phase de poule, l'année suivante la France devra passer par les qualifications à la Coupe du Monde, ce qui va rajouter plein de matchs en plus. Ça fait 12 ans que la France essaie désespérément d'aller chercher ce tournoi et dans ces 12 années, plus de la moitié d'entre elles, la France faisait partie des grands favoris, avec que des joueurs de fou mais n'a jamais réussi à faire mieux qu'un demi-finaliste et à chaque fois les mêmes performances décevantes, à chaque fois les mêmes mauvaises surprises et ce sentiment de gâchis et surtout ce sentiment que c'est fini, que la France n'est plus ce qu'elle était sans ses joueurs phares et que la grande époque de la France n'a jamais été récompensée par une victoire qui semblait pourtant à leur portée. Personne ne croit vraiment en la France. Entre ce format qui colle pas très bien aux joueurs français, le fait qu'il faille repasser par les qualifications, et surtout cet enchaînement d'échecs amène beaucoup de pessimisme. Il restait quand même des points nébuleux, que ce soit par rapport au fait que pas mal d'anciens n'ont pas trop joué sur cette gêne, ou même par rapport au fait qu'on ait pas mal de nouveaux, mais surtout par rapport aux autres éditions, de vrais leaders qui avaient vraiment poncé le jeu à l'année. Mais il n'y a pas vraiment de débat pour la Coupe du Monde, parce que la France n'est même pas en Coupe du Monde. Il faut d'abord passer par les qualifications, qui se passent sous forme de poule où il faut arriver au minimum dans les 5 premiers, et la France s'en sort miraculeusement en arrivant 5e égalité et doit donc passer par un tie-break avec la Chine arrivée aussi 5e, sous la forme de 3 matchs pour les départager, et malheureusement, Khorasan se fait voler le premier match. La Chine mène donc 1-0. Il reste 2 matchs qu'il faut absolument gagner pour passer le tie-break. Heureusement, Bi s'en sort de justesse contre Isa, ce qui ramène la France à 1 partout, et Ferry-Pic ramène la victoire derrière. La France finit donc 5e des poules. Sauf qu'en finissant 5e, il faut passer par un barrage pour accéder à la Coupe du Monde. La France se retrouve donc contre l'Argentine et ses joueurs beaucoup moins connus pour une place en Coupe du Monde, et la France s'en sort très bien. Heureusement, elle gagne sa place pour la Coupe du Monde 2022, sans rassurer parce qu'on n'était vraiment pas loin de ne même pas passer les qualifications contre des équipes bien plus faibles. Et en plus, juste avant le début de la Coupe du Monde, Rédemption, l'un des cadres de l'équipe de France, est banni pour quelques mois après avoir été accusé de comportement antisportif lors d'un match de Smogon Tour. En gros, il avait la flemme de jouer tout le tournoi, donc il a fait n'importe quoi dans son match et a laissé la victoire à l'adversaire, ce qui lui a valu plusieurs mois au placard. Quelques semaines plus tard, le round 1 arrive, les matchs se jouent petit à petit, et incroyable, la France est super bien classée, 3e. Et en plus, la première place est occupée par le Canada, une nation moins impressionnante que d'autres, même si elle a des bons joueurs. Et la France commence à rassurer et montre qu'elle n'est pas là par hasard avec des victoires impressionnantes. Juste pour info, les autres équipes venues des qualifications, donc la team India et Asia, finissent respectivement 10e et dernière des poules. Alors qu'en qualification, elles avaient fini devant la France. On sent bien qu'il y a eu un déclic entre les qualifications et les poules. Mais bon, vous commencez à avoir l'habitude, les phases de poule sont importantes, mais ne reflètent pas souvent ce qu'on voit sur la suite du tournoi, et la France avance en quart de finale face à l'Allemagne, une très bonne équipe qui va être un gros test pour enfin savoir où se situe vraiment le niveau de la France de cette année-là. Et c'est Khorasan qui ouvre le bal. Khorasan, c'était un excellent joueur en 7e génération qui a fait demi-finale de Smogon Tour, qui s'est qualifié pour le LT, demi-finale du Grand Slam, qui sont tous les 3 des gros tournois sur Smogon. Mais depuis l'arrivée de la 8e génération, Khorasan semble avoir beaucoup de mal avec des défaites qui s'enchaînent, et pourtant, avec beaucoup de maîtrise, malgré des événements parfois défavorables comme le Katagami qui est paralysé par le statique d'Elector, alors que c'est seulement 30% de chance, Khorasan s'en sort aisément, sans trembler, et lance la France sur une bonne dynamique. Et puis c'est au tour de Ferry-Pic. Oui, c'est le même Ferry-Pic champion sur Rocket League, et c'est un joueur très spécial parce qu'il joue très peu à Pokémon. Il revient quasiment que pour la Coupe du Monde à chaque fois et performe à chaque fois, ce qui est très surprenant. D'habitude, les joueurs ont besoin de jouer comme des fous toute l'année pour prendre en main le jeu, suivre l'évolution du méta et pour rester au niveau. Lui arrive à disparaître pendant des mois et à revenir à un bon niveau. Mais là, il tombe sur Michael Derbest, un excellent joueur qui gagnera peu après le Smogon Tour, et Michael ramène une team basée sur la pluie qu'il manie à merveille et bat Ferry-Pic, ce qui ramène les deux équipes
un partout. Le même jour, un peu plus tard, c'est au tour de Billy de jouer. Et Billy, c'est un vétéran qui est là depuis 2011 et qui a joué la Coupe du Monde pour la France en 2011 d'ailleurs. 11 ans plus tard, il est encore là et entre-temps, il a performé dans plein de tournois. Et à ce moment-là, c'est l'un des rares joueurs de l'équipe de France qui fait encore l'unanimité et qui fait peur. Parce que Billy vient juste de donner la victoire à son équipe en Smogon Premier League, un autre tournoi par équipe. Et effectivement, il massacre son adversaire en une poignée de minutes, à peine 20 tours et en dominant le match du début à la fin. La France mène 2-1, mais Ike perd le lendemain contre une stall, le nom qu'on donne aux équipes défensives qui sont très passives et attendent que vous perdiez le match plutôt que d'aller le gagner. La France et l'Allemagne sont donc au coude à coude de partout. Et c'est dans ce contexte serré que Welliou se ramène avec un Blitzeval, un Pokémon qu'on voit jamais dans ce format. Entre son type glace et le fait qu'il soit très lent, il est considéré comme pas très bon. Et pourtant, Welliou le fait briller en quart de finale de Coupe du Monde. Et après que Blitzeval ait fait de gros trous dans la team adverse, son Tocopillon atomise son adversaire derrière, ce qui amène la France à 3-2. Mais la France a fait jouer ses 3 joueurs les plus confirmés pour ces 3 victoires. Billy, Welliou et Corazon sont probablement les joueurs qui faisaient le plus peur de l'équipe de France. Et là, il faut aller chercher 2 autres victoires sans eux. Et c'est au tour d'un autre joueur de briller, un certain Chaff Officiel. C'est ironiquement un joueur qui a rejoint Smogon assez tôt, en 2013, mais qui est assez discret et que peu de gens connaissaient avant cette Coupe du Monde, tout simplement parce qu'il a changé de pseudo plein de fois. Et après avoir gagné tous ses matchs de poule, il 6-0 son adversaire, avec une équipe originale qui joue 2 climats en même temps. Tyrannosif qui pose la tempête de sable et permet à Minotaur d'en profiter, et Bekipan qui pose la pluie et permet à Elector et Chifours d'en profiter. Ce qui surprend son adversaire qui n'arrive pas à lutter longtemps, et Don Salvatore confirme derrière en gagnant son match facilement contre X-Ray, qui est pourtant un très bon joueur. Et ces quarts de finale font comprendre à tout le monde que la France est différente cette année-là. Elle semble étonnamment plus confiante et même les matchs perdus ont été bien joués, ce qui est un très bon signe. Mais la France arrive en demi-finale contre US South, une équipe américaine comme toujours impressionnante, bourrée de noms de joueurs connus, mais surtout US South vient de sortir US Northeast qui était pour beaucoup la meilleure équipe du monde, ou en tout cas la plus impressionnante avec des légendes comme ABR. Et US South les a battus. C'est donc une équipe de vétérans avec que des joueurs confirmés. Et tout le monde voit en finale US South contre Italie, qui de son côté affronte le Canada. Mais la France est confiante. Elle sort d'une excellente phase de poule et d'un très bon quart de finale. La demi-finale commence enfin. C'est Ike qui ouvre le bal contre Ox the Fox, grand nom de la scène, et qui malmène Ike. Ox ne perdra pas un seul Pokémon du match, et comme je vous en ai parlé précédemment, la France a cette mauvaise réputation de s'effondrer quand il démarre mal une manche. Le prochain match est donc déjà crucial, et c'est Corazon qui s'en charge après un combat fou où les joueurs s'anticipent coup sur coup. On arrive au tour 70, Samkian place son Dracolos qui semble bien parti pour gagner le match et plonger la France en 2-0, mais Dimoré fait éclat glace et... coup critique sur le Dracolos qui le tue, ce qui semble chanceux, mais avant ça, Samkian avait eu pas mal de petits coups de pouce qui l'ont bien aidé à en arriver à cette position-là. Et Samkian, qui a pourtant encore une chance de gagner, se liquéfie derrière ce coup critique et Corazon ramène les 2 équipes à un partout, mais s'ensuit le match de Billy qui ramène une équipe basée autour du soleil avec un surprenant Brazegali et grand classique alors que Brazegali est placé. Il se fait paralyser et se fait tuer avant d'avoir pu faire suffisamment de dégâts dans l'équipe adverse. Et en plus, Billy tombe sur un adversaire qui joue Dracolos avec atterrissage, un excellent contre aux équipes qui tournent autour du soleil. Et HSA remporte son match. Billy vient de perdre son match et la France est menée 2-1. Ça fait partie de ces moments où c'est très dur de jouer parce qu'en étant mené 2-1, la pression est très forte et pourtant, c'est au tour de Blazing Dark qui n'avait jusqu'ici quasiment pas joué du tournoi et qui affronte TPP qui lui a déjà gagné la Coupe du Monde, la SPL. TPP est habitué aux matchs importants et semble avoir l'énorme avantage de l'expérience. Mais Blazing Dark le malmène et remonte quand il est victime de malchance. Il s'en sort super bien sans trembler et remporte le match. Encore une fois, la France se retrouve à 2 partout. C'est au tour de Chaff qui affronte FMG
qui ramène une équipe très défensive auquel Schaaf ne s'attendait visiblement pas. Je vous épargne le match de 130 tours qui se finit par une défaite de Schaaf. Sa première défaite du tournoi arrive dans un moment capital et encore une fois, la France est menée, cette fois 3-2 et il faut absolument tout gagner derrière pour passer directement en finale. Et c'est le pire moment pour ça parce que c'est au tour de Feo de jouer qui remplace Don Salvatore. Feo, c'est un jeune joueur très talentueux mais qui manque d'expérience et qui a perdu ses 2 seuls matchs dans la compétition. Il affronte Eout Mortus, Eo qui est un joueur qui est là depuis 2007. Autant vous dire qu'il en a vu passer des joueurs et qu'il en a joué des matchs. Mais Feo l'atomise super facilement, tout simplement parce que Eo ne joue pas vraiment le tiers. D'ailleurs, Eo a fini le tournoi en 0,5, le pire ratio du tournoi, et la France en profite pour revenir à 3 partout. Il reste 2 matchs qu'il faut gagner pour passer, et l'un des plus gros chocs arrive, Ferry-Peak contre TDK. Et Ferry-Peak ramène une équipe qui semble basée autour des screens, donc les murs protecteurs avec le voile aurore que peut poser Fenard d'Alola et qui divise par 2 les dégâts reçus. Et en fait non, surprise, le Fenard est offensif et balance des grosses attaques. En plus, le Katagami a synthèse pour récupérer de la vie, ce qui est très rare sur un Pokémon aussi frêle, surtout quand il y a la grêle amenée par Fenard et que synthèse rend moins de PV sous la grêle. Et ces surprises ont raison de TDK parce que Katagami et Fenard vont le prendre au dépourvu. Et c'est d'ailleurs Fenard qui finit ce match fou, très bien manœuvré par Ferry-Peak. Et pour la première fois, la France est devant. Mais il faut gagner ce dernier match pour accéder à la finale, sinon il faudra passer par les tie-breaks qui sont jamais une bonne nouvelle dans un tournoi. Sauf que le dernier match, c'est celui de Welliu. Avant de jouer le dernier match de la demi-finale, je me sens super serein. Donc en fait, on a eu 2 semaines de préparation. C'est 2 semaines pendant lesquelles je build la même team. Je focus que sur une seule team. Je me sens super bien avec. Donc je suis vraiment en confiance. On a fait une erreur contre Germany, c'était de laisser les joueurs les moins expérimentés jouer en dernier. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'initiative de jouer en dernier. Parce que j'ai été capable de supporter cette pression-là. Pour la première fois de l'histoire, la France atteint la finale de la Coupe du Monde. Pourtant, dans une année qui semblait compliquée, la France passe à chaque fois à l'arrache, au mental, en revenant après avoir été menée 3 fois. Et en finale, la France retrouve le Canada, une équipe étonnante qui roule sur le tournoi. Premier des poules, puis extermine l'Océanie en quart de finale, réussit à battre les fameux Italiens favoris et super forts, en gagnant leur match contre Impo et Tricking au passage. Une finale étonnante entre 2 équipes qui n'étaient pas favorites, mais qui ont prouvé tout au long de la compétition qu'elles étaient les meilleures équipes du moment. Et les joueurs canadiens sont en feu. Suapa est invaincu. Sky Penguin est en 4-1. Bouche-Touche est en 3-1 et vient de remporter l'OST, l'énorme tournoi annuel. Les 2 équipes ont tellement impressionné que personne ne sait ce qui va se passer en finale et les pronostiqueurs ne savent pas quoi mettre. La France, portée par des dizaines de commentaires qui les encouragent et pense que c'est enfin le moment, se lance dans cette finale qui marquera forcément l'histoire puisque soit la France, soit le Canada remportera sa première Coupe du Monde. On a échoué pendant longtemps. Là, on arrive en finale, on sait que on l'a jamais fait et il se passe vraiment quelque chose. Je pense que quand on arrive en finale, on est exténué. Ouais, on n'en peut plus. On a passé nos journées à jouer, à réfléchir à quoi jouer, à révolutionner le méta. Mais à un moment, tu deviens un court d'idées et t'en peux plus. Et étrangement, c'est encore Corazon qui va jouer en premier. C'était pas voulu de tout le temps vouloir jouer en premier. En fait, à la base, je buildais et testais mes teams quasiment chaque jour, donc j'arrivais rapidement à m'entraîner, trouver une team forte. Il y a qu'en finale où c'était vraiment voulu, parce qu'à ce stade-là, j'avais pris l'habitude d'y aller en premier, et dans tous les cas, je sais que si jamais je perds, j'ai la meilleure team, donc je sais que je me ferai carrer. Arrivé en finale, je tombe contre Sky Penguin, un adversaire que je considère parfaitement à mon niveau. On avait le même record, il build ses teams, il est sérieux. Et c'est vrai qu'à ce stade-là du tournoi, j'étais terriblement fatigué. Ça faisait presque plus de 3 mois qu'on s'entraînait et buildait sans relâche.
Et arrivé en finale, c'était dur de trouver encore le supplément de hargne et de l'inspiration. Mais il y avait un set de Glocking que je voulais absolument tester. Donc c'est parti de là. J'ai fait une team qui avait, je pense, quelques défauts. Mais j'étais confiant. Il y avait tous les outils dans la team pour gagner une game. Et effectivement, un combat épique prend place. Après un combat qui s'est joué sur 3 fois rien, Corazon lance la France sur de bons rails en finale. La France mène 1-0. Et on arrive au dimanche 17 juillet 2022 et tous les matchs restants vont se jouer à la suite, le même jour, ce qui est assez rare parce que les joueurs ont une semaine pour se préparer et pour jouer leur match. Et là, ça sera tout à la chaîne avec la pression qui monte petit à petit. Cinq matchs ont été joués, 4 le dimanche et il y a 3-2 pour la France qui pour l'instant tient le choc et a l'avantage, mais le Canada vient de revenir à 3-2, ce qui les met en confiance, surtout qu'ils viennent de battre PI, l'un des cadres de la France. Et après tous ces matchs, il est 23h dimanche, il reste 3 matchs et là, étonnamment, c'est Cicada qui va jouer contre Amukamara. Cicada, c'est le capitaine et c'est très rare que le capitaine joue. En général, il est plutôt là pour sélectionner et pour gérer les joueurs, pour les guider, pour leur transmettre son expérience et épauler les joueurs pour les aider à se préparer, que ce soit au niveau des équipes, de l'adversaire ou mentalement. C'est un peu comme un coach dans les autres sports. Et Cicada n'a joué aucun match de la compétition. D'ailleurs, il jouait plus directement au jeu depuis un petit moment. Mais c'est aussi un vétéran qui a connu tous les échecs répétés de la France. Et du coup, on n'était pas très rassuré quand on a vu qu'il allait jouer en finale. Surtout un match aussi crucial en 3-2. En regardant un peu les preps, je vois que la fin de semaine approche. On n'arrivait toujours pas à voir quelque chose de concret. J'avais déjà des idées en tête que je testais sur ladder. J'ai pris la décision de prendre mes responsabilités et de faire le pari de jouer le match en finale. Avant de jouer cette game de finale, je t'avoue que je me chie un peu dessus. Vu que j'ai quasiment pas joué à l'année, j'étais moins serein sur le fait de limiter les erreurs pendant la game. Ça m'a demandé pas mal de ressources pour garder mon focus, pour essayer de pas craquer mentalement. Je me souviens d'un tour où j'angoissais tellement que j'en suis arrivé à 5 secondes de timer. Mais il commence très fort le match et le domine en faisant rentrer son lance-aurien le plus possible qui fait de gros dégâts dans la team adverse. Mais Amukamara voit bien qu'il se fait dominer en jouant prudemment et d'un coup, il élève son niveau de jeu. Il se met à jouer très agressif et malmène Cicada avec des doubles switch et en faisant des anticipations, ce qui resserre d'un coup l'écart entre les joueurs. Et puis Amukamara prend l'avantage numérique, ce qui en fin de partie est souvent très mauvais signe, surtout que Cicada semble sacrifier son Dimoré pour rien étant donné qu'il a un Motisma quasiment mort qu'il aurait pu sacrifier à la place. Mais Cicada avait déjà tout vu. Avec une grande maîtrise, beaucoup d'intelligence et un peu d'audace, Cicada a en fait dominé toute la partie. Il a laissé Amukamara faire ses doubles switch, ses anticipations, parce qu'il savait qu'il était devant et qu'il n'avait pas besoin de prendre de risques. En affaiblissant Boreas et Dimoré, son lance-aurien finissait la partie et c'est exactement ce qu'il a fait. C'est un match très propre d'un capitaine qui prend ses responsabilités à un moment clé, et ça alors qu'il semblait manquer d'expérience dans ce format. La France mène 4-2 et il reste plus qu'une petite victoire pour enfin remporter ce trophée qui fuit l'équipe de France depuis plus d'une décennie. Sur 2 matchs, il faut juste en gagner un, sinon ça sera un tie-break. Mais le problème, c'est que le Canada a gardé ses 2 meilleurs joueurs
pour les 2 derniers matchs. FC qui est en 5-1 et qui marche sur le tournoi. Et Suapa qui est carrément invaincu du tournoi. Et les joueurs les plus performants de l'équipe de France semblent avoir déjà joué. Corazan, Chaf et Bi ont déjà joué. Le match suivant se lance, c'est Ferrypeak contre FC. Et Ferrypeak tombe sur un match-up très difficile. Le match-up dans Pokémon, c'est le mot qu'on utilise pour désigner comment l'affrontement entre deux équipes est censé se dérouler. Quelle équipe a l'avantage contre l'autre. Par exemple, si vous n'avez que des Pokémon de type feu et que votre adversaire a des Pokémon de type roche, eau et sol, votre match-up est difficile. Si vous jouez une équipe centrée autour de la pluie et que votre adversaire a plein de résistance ou immunité au type eau, le match-up est délicat aussi théoriquement. Dans les faits, évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça, et comme les équipes Pokémon ne peuvent pas gérer tous les Pokémon parce qu'il y en a trop, ça fait que chaque équipe a ses forces et faiblesses, et là, Ferrypeak a un match-up difficile. Il a eu l'audace de ramener Elector de Galar, qui est pourtant très peu joué, mais il tombe sur Elector de Kanto en face, un Pokémon qui bloque complètement Elector de Galar. C'est son pire cauchemar. Et en plus, FC a ramené Katagami et Volcanion, des Pokémon contre qui l'équipe de Ferrypeak a du mal, mais Ferrypeak s'en sort pas mal. Ferrypeak semble avoir l'avantage à la fin, mais en face, il y a un Katagami et il n'a plus de résistance à Katagami. Et là, il fait une erreur. Il envoie Predasteri, ce qui fait que Predasteri ne peut pas tanker 2 attaques qui du coup meurent, ce qui donne la victoire à FC. S'il avait sacrifié un autre Pokémon et ensuite mis Predasteri, Katagami aurait pris un boost d'attaque en mettant KO un Pokémon, mais il avait une petite chance de le brûler avec ébullition parce que Predasteri tenait une attaque et s'il arrivait à le brûler, il y avait des chances de gagner derrière. Mais ça n'a de toute façon que 30% de chance d'arriver, et ça s'il prend pas de coups critiques. Donc c'était faible, mais encore jouable. Mais après avoir passé tout un match à essayer de combler ce match-up délicat, c'est facile de passer à côté à la fin. Pokémon, c'est un jeu qui demande tellement d'énergie et de concentration que c'est pas rare qu'en fin de match, des erreurs surviennent. Et de toute façon, FC avait largement l'avantage. Le Canada revient à 4-3 et il ne reste qu'un seul match. Et ce match, c'est contre Suapa, qui est invaincu et qui a déjà gagné des matchs décisifs dans ce tournoi sans jamais trembler. Encore une fois, la France semble se diriger vers une déception de plus avec cette histoire d'échecs sans fin depuis des années, mais il reste une dernière carte à jouer pour l'équipe de France. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que la France avait déjà fait jouer ses meilleurs joueurs ? Eh bien, j'ai menti. Il y a un joueur qui n'a pas encore joué dans cette finale. Ce joueur, c'est Welliw, et Welliw est lui aussi invaincu. Il a battu Nat, XavGB, Amukamara, Lorden et XRN et surtout, il l'a fait en les explosant. Welliw est en feu depuis des mois, mais il lui reste son plus grand adversaire, l'invaincu Suapa. C'est un choc des titans qui s'annonce en dernier match de la finale de la Coupe du Monde. Je rappelle que la Coupe du Monde a commencé début mai pour les qualifications et on est en mi-juillet. Ça fait environ 3 mois que ça dure. 3 mois d'efforts, d'implication, d'énergie, de combat pour se finir sur l'affrontement de 2 joueurs qui se sont baladés pendant tout le tournoi. Pour la game finale de la World Cup, t'es vraiment excité de la jouer. C'est Suapa qui me propose qu'on s'affronte. Je pouvais pas refuser. On était nous deux en perfect. Bah ouais, je suis en perfect. Je suis quasi le meilleur joueur de France. C'est le meilleur joueur de Canada. On peut pas faire plus hype. En termes de préparation, la semaine, elle est pas parfaite. Et j'ai pas réussi à build quelque chose qui me plaisait vraiment. J'hésite entre plusieurs teams parce que j'ai pas mieux, parce qu'on arrive sur la fin. Ça devient vraiment éprouvant. Avant la game, je sais que j'ai dit à mes mates de pas stresser, de rester zen, que c'est moi qui prends le stress. Mais en réalité, c'est vraiment une manière de contenir mon stress à moi. Mais je sens qu'en fait, ils me font confiance et c'est ça qui me booste énormément. La pression est énormissime, d'un côté comme de l'autre, et les matchs sous pression sont ceux qui faisaient tout le temps couler l'équipe de France. Le match démarre et Welliw met une pression monstrueuse avec un bon lead, donc un super choix de premier Pokémon qui a l'avantage. Il fait de gros dégâts à Heatran, mais Suapa ne panique pas. Il ralentit le rythme du combat tranquillement parce que l'équipe que joue Welliw est très dure à manier et demande d'être agressif, de prendre les devants, ce qui est difficile, surtout en finale de la Coupe du Monde. Et Suapa le sait. Lui, il prend son temps en réfléchissant au moins 1 minute chaque tour et en calmant tout ça. Et intelligemment, il reprend le dessus. Mais Welliw est pas du genre à laisser le match s'échapper sous ses yeux.
Welliou sait que Suapa ne peut pas laisser son Tritosor prendre des dégâts puisque Tritosor est super important dans le match. Il permet de bloquer Volcanion et Magnézone de Welliou. Donc Welliou sait que l'adversaire va changer de Pokémon, mais on aurait tendance à penser qu'il va mettre Cisaiox qui est un Pokémon avec une bonne défense, qui peut soigner. Donc on verrait plutôt quelqu'un cliquer sabotage pour lui faire le plus de dégâts possible. Et pourtant Welliou a utilisé son attaque glace, pourtant résisté par le Cisaiox qui semblait être le Pokémon qui allait rentrer. Welliou a compris que Suapa allait mettre Gorithmic ou Mélodelph. Il a pris son courage à deux mains et ça a payé. Mais encore une fois, Suapa temporise tranquillement. Il reprend le dessus en mettant son Tritosor contre Volcanion, en empoisonnant le Dracolos, en tuant le Magnézone grâce à son Tritosor qui a Telluriforce plutôt que Séisme qu'on voit d'habitude. Et là, pendant que certains pensent que le match est en train d'échapper à Welliou, en fait, tout ça, c'était intelligemment joué. Welliou affaiblit tous les Pokémon restants pour finir comme ça. Welliou vient de faire l'impensable. Il vient de remporter son dernier match et il finit donc invaincu de tout le tournoi. En 6 victoires, 0 défaite. C'est ultra rare dans l'histoire de la Coupe du Monde. Welliou a joué tous les tours et a tout gagné. C'est le seul joueur dans ce cas-là et en plus il a joué ses matchs à des moments importants comme la demi-finale ou la finale où il joue le tout dernier match. Et avec sa victoire, il amène enfin la France sur le toit du monde. L'équipe de France est enfin championne du monde de Pokémon. Après toutes ces années d'acharnement, après toutes ces déceptions, encore et encore. Après avoir été favori pendant 7 ou 8 ans sans jamais dépasser les quarts de finale. Après ces coups de malchance, ces joueurs qui passent à côté, après s'être fait exploser 8-0 par l'Italie, et après avoir fini dernier des poules l'année d'avant, l'équipe de France qui était pourtant dite plus faible que les années précédentes est revenue d'entre les morts en passant par les qualifications et puis a battu tout le monde et a remporté pour la première fois le tournoi maudit qui leur échappait en boucle. Et ça, grâce à des performances incroyables de certains joueurs, comme Welliou en 6-0, Corazon en 5-1 en ayant mis la France sur de bons rails, en jouant en premier quasiment à chaque fois. Chef officiel en 5-1 en ayant joué des équipes de malades, comme la double climat ou carrément un Stakataka en finale, qui est pourtant un Pokémon qu'on voit jamais à très haut niveau. Don Salvatore en 4-1 en ayant battu des joueurs qui étaient vus comme bien meilleurs que lui, comme par exemple Bouche-Touche, l'un des meilleurs joueurs à cette époque. Enfin, dans les 5 joueurs avec le meilleur ratio, 3 d'entre eux sont français. Et même ceux avec un ratio moins impressionnant ont ramené des victoires cruciales parce que la France est passée à chaque fois de pas grand chose. Avec même des remplaçants qui brillent, comme Blazing Dark qui a fait que 2 matchs, 2 victoires faciles. Même Cicada qui a joué que le match de finale et qui l'a remporté. Contrairement aux années précédentes, la France a pu compter sur une équipe entière de bons joueurs amenés par des cadres en feu. Là où certaines années précédentes, il semblait y avoir des cadres à un niveau exceptionnel, mais pas toujours suivis par le reste du groupe, ici tout le monde était au niveau et a répondu présent. Je dirais que ce qui nous a mené à la victoire cette année comparé aux années précédentes, déjà, il faut prendre en compte le nouveau format CurrentGen qui facilite énormément les choses et qui permet à la team de coopérer tous ensemble. Je dirais aussi qu'il y avait l'atmosphère particulièrement tryhard. Bon, ça a toujours tryhard dans Team France, mais là, je pense que on se l'est jamais donné autant, avec des sessions top ladder en vocal, des sessions building, des tournois entre l'équipe. Et je pense que aussi quelque chose qui a vraiment fait la différence, c'est notre lien particulier avec la communauté française. Et je pense que c'est un truc qui manquait aux années précédentes. Être présent dans les Discord de la communauté française, voir les joueurs qui nous soutiennent en temps réel, parler avec eux, on a clairement senti le support. La communauté française, de toute façon, c'est peut-être la plus grosse. Les supporters de dingue, c'est vraiment n'importe quoi. Beaucoup d'entraînement sur le tiers depuis les qualifieurs. J'arrêtais pas, je jouais quasiment des matchs tous les jours. Tout le temps. J'avais un support exceptionnel de mes mates. Cette victoire, elle était importante pour nous. Et le trophée, c'est quelques pixels, mais c'est trop la consécration de tout ce travail, de ces 3 mois acharnés à tryhard. Si je devais résumer ce qui nous a mené à la victoire, ça serait la force de notre collectif et tout le travail effectué pour amener notre propre jeu. Résultat, on a fini par créer notre propre style et à pondre des bêtes de team avec des idées originales que pas mal de teams ont commencé à nous pomper. On n'a pas commencé le tournoi en étant fort, on est devenu fort, que ce soit in-game ou mentalement. Pour moi, c'est de loin mon meilleur tournoi. En fait, ça a été des émotions de fou. J'ai des games qui m'ont vraiment marqué. Dehors, je suis en train de regarder Corazon contre Sky Penguin et en fait, le fait que Cora gagne
ça me rend heureux. En fait, c'est incroyable et ça s'explique pas. Et quand tu sais le travail qu'il y a derrière, c'est incroyable. La première chose qui m'est venue à l'esprit quand on a gagné, après une aventure comme on a vécu, et après toutes les années que j'ai passé à jouer ce tournoi, je pouvais enfin quitter Poké-Ramp. Ça fait quoi? 10, 11 ans que je joue sur ce tournoi. On a connu pas mal de désillusions. Quand on voit d'où on part, c'est juste ouf qu'on arrive à la victoire. Après toutes les merdes qu'on a eues, dans les conditions les plus difficiles. Il y a aussi une fierté à jouer dans la team de son pays, de voir le support et les réactions de la communauté montre à quel point ce tournoi est spécial comparé aux autres tournois. C'est vrai que la World Cup de Team France, c'était un truc, on savait tous que ça allait arriver un jour, mais on sait pas quand. Je suis extrêmement heureux de l'avoir vécu. Pour moi, comme je l'ai souvent dit, c'est l'achievement ultime qu'on peut atteindre sur Smogon, que ce soit en termes d'émotion, d'intensité et de performance. Personnellement, je pense pas que je vivrais mieux sur le site. Et au final, sur Pokémon, et particulièrement sur Smogon, il restera que des souvenirs. Et c'est vrai que cette win restera gravée dans ma mémoire pour encore un long moment, je pense.